On va commencer par une notion de chimie. Donc l'oxygène, c'est une molécule indispensable à la vie, mais dans une certaine frange de proportion. Si on en manque, vous avez vu ce matin au cours de l'apnée par exemple, donc on fait des pertes de connaissance, des comas et on peut en mourir. Mais en excès, il y a également une toxicité, comme vous avez pu déjà l'apprendre dans vos formations antérieures. Donc on va détailler un petit peu ces effets toxiques. Une toxicité liée à une exposition aiguë à de fortes pressions partielles, qui est la toxicité neurologique. Il y a une toxicité liée à l'exposition chronique à des plus faibles pressions partielles, c'est la toxicité pulmonaire, et puis 2-3 trucs un petit peu anecdotiques. Donc une molécule d'oxygène, c'est quelque chose d'assez stable, qui est formé de 2 atomes d'oxygène. Alors en fait, un atome, il faut imaginer un noyau avec autour des électrons qui tournent. Sur la couche externe, elle est plus stable s'il y a 8 électrons. Donc en fait, en mettant chacun 2 électrons en commun dans leurs orbites, ils se retrouvent avec chacun 8 électrons qui tournent autour, donc c'est à peu près stable, et ça fait cette molécule d'oxygène. Je vous en parle parce que il y a d'autres formes d'oxygène qui sont réactives, qu'on appelle notamment des radicaux libres. L'exemple le point de départ, c'est cet anion superoxyde. Donc vous reconnaissez votre molécule d'oxygène, et puis il y a un électron supplémentaire, mais du coup qui est en trop. Ce qui fait que cette espèce, là, avec cet électron libre, en fait, est hautement réactive et va déclencher une cascade de réactions dans l'organisme avec d'autres protéines de l'organisme, dont des protéines membranaires, et donner lieu à donc d'autres molécules qui sont également instables et de plus en plus hautement réactives. D'accord ? Ces molécules, ça s'appelle les radicaux libres. Donc c'est des réactions qu'on appelle d'oxydoréduction, c'est à l'origine du stress oxydatif, et c'est pour ça que régulièrement on parle de l'effet bénéfique des antioxydants. Ça a pour but de neutraliser, de stabiliser ce type de molécules. Et donc quand on est exposé à de fortes pressions ou à une forte quantité d'oxygène, il y a une augmentation de formation au départ de cet anion superoxyde, et donc une augmentation des cascades de formation de radicaux libres, donc de réactions dans l'organisme. Alors dans une certaine proportion à l'état de base, il y a des choses bénéfiques, notamment il y a une aide dans la lutte contre l'agent infectieux, mais à haute dose, ça devient toxique pour soi-même. On pense que c'est à l'origine, que c'est des mécanismes impliqués dans le vieillissement et la mort cellulaire. Dans un certain nombre de maladies, on pense que ce genre de choses est impliqué. Et c'est impliqué dans les effets toxiques de l'oxygène sous pression. Donc d'où il vient cet électron supplémentaire? Non, c'est pas très important, mais c'est en fait au départ c'est des réactions un petit peu instables, tu sais, c'est comme tu as des choses, tu as des petites anomalies en fait, et du coup c'est un électron qui reste en plus et qui reste réactif. Dans les échanges entre molécules, des fois il y a des coupures qui se font pas très bien, donc des molécules qui relarguent un électron. C'est une très petite fraction à l'état de base de ton oxygène, mais plus tu augmentes les apports en oxygène, plus tu as des réactions de fissures et de scission, des réactions chimiques qui peuvent aboutir à ce genre de choses. Voilà. Alors, ça c'est préambule. La toxicité neurologique, c'est l'effet Paul-Bert qui correspond en fait à une véritable crise convulsive. C'est comme une crise d'épilepsie en fait. Crise convulsive avec des mouvements généralisés, et ça s'accompagne d'une perte de connaissance. Donc c'est lié à une exposition aiguë trop forte à l'oxygène. Il y a un couple pression partielle d'oxygène, durée d'exposition. C'est-à-dire que donc en plongée et en immersion, on recommande de ne pas dépasser 1,6 bar, mais ce n'est pas parce que 30 secondes vous allez vous retrouver à 7 mètres en oxygène pur que vous allez tout de suite faire votre crise convulsive. Il y a un couple, profondeur, temps. Donc à de fortes pressions partielles, la durée au bout de laquelle risque d'arriver cette crise est faible.
Donc au-delà de 45 minutes, on estime qu'il y a un risque, à 1,6 bar, on estime qu'il y a un risque important de crise convulsive dans l'eau. D'accord ? Donc ça, c'est des données expérimentales à sec. Ça dépend un petit peu des conditions. On verra ça un peu plus loin. Donc une crise convulsive, qu'est-ce que c'est ? C'est une activation neuronale cérébrale globale, brutale et importante qui aboutit à des décharges donc au niveau qui se traduisent par un mouvement musculaire généralisé, une activité musculaire généralisée. Donc c'est lié à une hyperexcitabilité des neurones. Donc vous vous souvenez, le message nerveux, c'est un courant électrique, c'est-à-dire un flux d'ions de part et d'autre de la membrane jusqu'aux synapses, où il y a des échanges via les neurotransmetteurs d'un neurone à l'autre. Ça vous rappelle quelque chose ? Ouais. Bon. Et donc c'est là qu'interviendraient, pour abaisser ce seuil d'excitabilité neuronale, mes fameux radicaux libres oxygénés, qui, je vous ai dit, ont des réactions importantes, notamment auprès des membranes cellulaires, et en altèrent les échanges ioniques de part et d'autre, notamment au niveau de la pompe à potassium. Et puis, il y a une perturbation également des synthèses, des sécrétions ou de la recapture des neurotransmetteurs. Donc, on a un seuil d'excitabilité qui est abaissé. Et qu'est-ce qui fait que la crise convulsive va être déclenchée ? Quel est le facteur déclenchant ? Ce seraient des facteurs d'ordre vasomoteur. Donc, au départ de l'exposition à l'hyperoxie, l'organisme se protège et il y a une vasoconstriction, ce qui fait qu'il y a une diminution du débit sanguin cérébral. C'est plutôt protecteur. Et puis, avec l'exposition qui dure, les radicaux libres s'accumulent. Il y a aussi un petit peu de participation du gaz carbonique et tout ceci provoque une vasodilatation brutale. Et ça, ce serait l'élément déclencheur de la crise hyperoxique. Pourquoi plus on est profond, moins on a de temps à passer, et moins on est profond, plus on reste de temps ? Parce que plus on est profond, plus on a rapidement beaucoup de radicaux libres, donc cette vasodilatation va intervenir beaucoup plus vite. C'est ça l'intervention durée pression. Alors, les signes d'une crise convulsive, il y a d'abord une phase tonique. L'individu est complètement contracté, plutôt sur le versant en extension. Et il y a à ce moment-là un arrêt respiratoire. Et ça dure à peu près 30 secondes à 1 minute. C'est pas très long. Et après, il y a la phase clonique avec les mouvements généralisés des 4 membres le plus souvent. Là, par contre, le plongeur va reprendre sa respiration. Et ça dure quelques minutes, 2 à 5 minutes à peu près. Et puis, il y a une phase de retour à la conscience où la personne est complètement flasque, complètement molle, ce qu'on appelle la phase post-critique. Il est toujours inconscient. La personne reste pendant un certain temps, plus ou moins long, dans un état un peu confus, qui peut être parfois sur le mode agité. Plus souvent, en fait, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé après l'amnésie de la crise. C'est de 5 à 10 minutes à peu près. Alors, des fois, il y a des prodromes, c'est-à-dire des signes avant-coureurs. Ils sont quand même rarement perçus. Ça ne dure pas longtemps, en fait, c'est trop bref pour qu'il puisse se passer quelque chose. Néanmoins, quand ils existent, ce serait un type de nausée, de vertige, une accélération du pouls aussi, des phénomènes visuels un peu particuliers ou auditifs, une espèce de contracture aussi des petits muscles de la face, ce qui est classiquement décrit. Enfin, en général, ça va assez vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Enfin, quand on est dans cette situation-là ? On le tient, ouais, c'est une bonne idée. On tient le détendeur en bouche puisqu'il a perdu connaissance. On essaye de le remonter, effectivement, pour le soustraire à cette ambiance hyperoxique. C'est un accident toxique. Il vaut mieux le remonter plutôt à partir de là, quand il a repris sa respiration. Bon, concrètement, le temps d'arriver sur lui, de lui plaquer, de se mettre en position. Et après, ça le fait à peu près, quoi. La phase tonique, tu risques de lui faire un petit barotraumatisme pulmonaire. Et alors, tu risques de lui faire
Non, il est contracté, non. Pas forcément. La glotte est bloquée, tu peux lui faire un petit barotraumatisme. Après, une fois qu'il est remonté, voilà, une fois qu'il est remonté, le temps de faire tout ça, il peut rester inconscient toujours. Donc vous le mettez en position latérale de sécurité, comme vous avez appris au RIFAP. Il faut le surveiller. Il ne faut surtout pas lui donner des baffes pour essayer de le faire remettre à lui ou de lui faire reprendre conscience, parce qu'il faut bien se dire qu'il ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Donc si en plus il reçoit des baffes, ça peut favoriser le mode agité. Donc ne le stimulez pas trop fort. Quand il reprend conscience, il faut simplement le rassurer. Évidemment, ce n'est pas la peine de lui donner de l'oxygène. De principe, c'est sain de l'évacuer pour surveillance à l'hôpital. Les facteurs de risque, évidemment la profondeur. Un facteur de risque qui est majeur, c'est l'essoufflement et l'hypercapnie. Vous avez compris pourquoi tout à l'heure. Il y a une susceptibilité individuelle. Il y a certains médicaments qui peuvent potentialiser aussi l'apparition de ce genre de crise. Donc la prévention, ça va être déjà la lutte contre les facteurs de risque de l'essoufflement. C'est la première des préventions. Et après, c'est plutôt un accident qui va survenir lorsqu'on respire des mélanges hyperoxiques, suroxygénés, des nitrox. Donc vous allez vous en référer à votre formation nitrox et de bien vérifier ce que vous allez respirer, calculer votre profondeur plancher et vous débrouiller pour la respecter. Donc faire attention à votre plongée, quoi. Bon, on ne va pas revenir dessus. Ça va pour la toxicité neurologique? En fait, quand tu es en plongée en milieu humide, on est beaucoup plus à risque de faire une crise hyperoxique qu'en milieu sec. En traitement hyperbare, nous, on utilise tous les jours des pressions de 2,5 attas, la crise hyperoxique est super rare. Et pour le plongeur, on va même utiliser des mélanges à 18 mètres. Parce que je pense que c'est le facteur hypercapnique qui est la grosse différence. Je pense que c'est ça. Donc la marge, elle est quand même nettement plus réduite parce que ouais. Alors après, le truc aussi, c'est qu'en ambiance humide, une crise hyperoxique, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Donc le seuil est de base plus bas. Ouais. 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 Mais on a eu vu des crises hyperoxiques pour quelqu'un qui était exposé à 1,5 bar de ppO2 et parce qu'il avait fait un effort important sur une plongée dans le courant. Ça peut arriver. Par contre, nos plongées en caisson, la fréquence, l'incidence des crises hyperoxiques est très très faible. Ça arrive, hein, on en a eu, mais sur le nombre de plongées qu'on effectue, c'est très rare. Donc la toxicité pulmonaire, c'est l'effet Lorentz-Smith. Et c'est pareil, c'est un couple pression partielle, durée d'exposition, mais l'échelle est plus la même. C'est-à-dire que la toxicité va pouvoir apparaître à partir de seuil de 0,5 bar de ppO2. Et l'échelle, c'est plusieurs heures d'exposition avant qu'il se passe quelque chose. 0,5 bar de ppO2, c'est là je vous administre 100% d'oxygène. Vous êtes à 1 bar de ppO2. Ça veut dire qu'en ambiance terrestre, c'est une toxicité dont on tient compte en fait dans nos traitements. Donc d'abord, ça commence en général par une douleur derrière le sternum avec des signes d'irritation trachéale, une toux. Et puis il y a des phénomènes d'œdème pulmonaire avec une dégradation de la fonction respiratoire. Donc dans les premiers stades, ces lésions sont réversibles. Si l'exposition se prolonge, il s'installe une fibrose pulmonaire. La fibrose, c'est un tissu de cicatrisation. Donc c'est un tissu qui est plus solide, mais qui n'a pas les mêmes propriétés que le tissu originel. Et donc la fonction respiratoire, la fonction pulmonaire se dégrade. Et là, il peut y avoir un risque de décès. Donc c'est aussi une toxicité liée à l'action des radicaux libres qui entraîne des lésions cellulaires au niveau des cellules de l'endothélium qui entourent les alvéoles pulmonaires et puis au niveau des pneumocytes, donc c'est les cellules de l'arbre broncho-alvéolaire. Et il y a également des phénomènes inflammatoires qui rentrent en ligne de compte. Donc la prévention,
La question, c'était un peu de savoir combien de temps pour quel PP. Donc, il y a Lambertsen qui a développé le concept d'unité de dose toxique pulmonaire, l'UPTD. Donc, l'idée, c'est de calculer un indice qui correspond à une diminution de la capacité vitale. Et cet indice, on le mesure en durée d'exposition à une certaine PP. Une UPTD, ça correspond à 1 minute à 1 bar de PPO2. D'accord ? Donc ça, je vous en réfère à votre formation nitrox pour ceux que... Voilà. Donc en pratique, en plongée, donc il y a des phénomènes de toxicité de l'oxygène. Le plus à risque, c'est la toxicité neurologique. Ceci dit, quand on répète matin, après-midi des plongées assez longues avec des PPO2 assez élevés, se pose la question un petit peu de l'intervention de la toxicité pulmonaire. Et donc, on a développé un indicateur un peu mixte qui tient compte un peu des deux types de toxicité. C'est le système OTU, celui qui est le plus souvent utilisé dans vos ordinateurs de plongée. Si on reste très pratico-pratique, en circuit ouvert, il y a quand même assez peu de risques de toxicité pulmonaire, puisque de fait, on est limité en durée. En circuit fermé, là, la question commence à se poser. Donc la FFE-SSM a émis la recommandation de ne pas dépasser les 2 heures par jour, quelle que soit la PPO2. Les anglo-saxons gardent le système UPTD, ou OTU en fait, et vont jusqu'à 1440. Ça va beaucoup plus loin. C'est 2 heures par jour. À quoi, quelle que soit la PPO2. Quelle que soit la PPO2. Et puis nous, en oxygène hyperbare, on a des protocoles qui sont établis pour limiter des risques. Notamment, on fait régulièrement des pauses en air quand on expose nos patients à l'oxygène hyperbare. Mais par contre, donc, quand on accueille un plongeur, on ne se pose pas beaucoup la question jusqu'à présent. Mais c'est vrai que si le plongeur a déjà une plongée de 1h30 dans les pattes à PPO2 significative, un 3, un 4 bar, la question commencera à se poser. Et on revient un petit peu sur l'étape très longue en fait. C'est généralement des mélanges quand même franchement suroxygénés. Ouais. Parce qu'en plongée air, on a des PPO2 qui sont quand même sensiblement inférieurs. Les 2 heures, c'est par jour ou par jour. Juste pour l'anecdote, j'avais trouvé ça, je trouvais ça rigolo. Il y a une toxicité ophtalmique à l'oxygène, notamment chez le nouveau-né. Ça, c'est connu. Mais en exposition à l'oxygène hyperbare, ça peut arriver. Alors, j'ai trouvé juste un cas qui était décrit en plongée. C'était un plongeur qui faisait des plongées répétées avec un recycleur en nitrox, une PPO2 à 3 bar. Lui, c'est 4 heures par jour à cette PPO2 en moyenne. Et au bout de 3 semaines de plongée comme ça, il a développé en fait une myopie. Puis à l'examen, il y avait également une diminution de la pression intraoculaire. Ça s'est résolu spontanément au bout d'1 mois. Puis un peu plus tard, il refait un séjour plongé un peu pareil, sauf qu'il diminue du coup sa PPO2. Et on mesure l'acuité visuelle, c'est-à-dire la capacité de vision chez ce plongeur et chez ses 2 camarades. Et on trouve qu'effectivement, ils ont une modification de la vue qui est réversible. Voilà. Je vous en parle parce que nous, de plus en plus, les patients, comme on les expose, il y a des patients qui viennent et qui font 30-40 séances de caisson tous les jours à 2,5 cata. Donc au bout d'un moment, de temps en temps, ils nous décrivent ma vue s'est modifiée. Donc chez nous, c'est pas forcément si rare que ça. Voilà. Et ce serait en lien avec c'est pas plus grave que l'oxygène a des effets bénéfiques qu'on utilise en thérapeutique, que vous utilisez en décompression pour faire vos paliers, ou même lors de plongée en nitrox. Mais c'est comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Voilà. Donc, comme pour tous les accidents, une bonne condition physique, respecter les règles de sécurité, notamment les procédures. Et de fait, le respect de la profondeur plancher, ce n'est pas une blague. Donc c'est vrai que les plongées à l'air à 80 mètres, c'est un peu choquant. Outre les risques liés à la narcose, il y a vraiment un risque mortel lié à cette chose-là, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet.